Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des épreuves de Bernoulli en probabilité. On va s'appuyer sur ce que sont les événements indépendants et sur tout ce que l'on a déjà vu en probabilité en classe de seconde et en début de classe de première. Donc, tout d'abord, pour aller définir ce qu'est une épreuve de Bernoulli, je vous propose de travailler sur un exemple concret. On est dans une entreprise et on estime que 95% des pièces fabriquées répondent à une norme de commercialisation. Donc on pourra dire que 95% de ces pièces sont conformes et 5% ne sont pas conformes ou sont défectueuses. Ce sont des mots de vocabulaire qui sont souvent utilisés dans les épreuves de Bernoulli. En fait, quand on va prendre une pièce au hasard, on va avoir deux situations. Soit elle est conforme, soit elle ne l'est pas, et c'est ça qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. C'est-à-dire qu'une épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire qui ne peut avoir que deux issues, et ces issues, on va les appeler succès et échec. Alors on fera un petit peu attention à ces mots de vocabulaire, c'est que le succès en mathématiques n'est pas forcément quelque chose de positif. Le succès, c'est simplement ce que l'on cherche à tester. Donc si l'on cherche à tester qu'une pièce est bonne, dans ce cas-là, le succès, ce sera que la pièce est bonne. Mais si on cherche à tester les pièces défectueuses, dans ce cas-là, le succès, ce serait les pièces défectueuses. Donc c'est un petit peu perturbant ce mot succès et ce mot échec. Ils sont quelquefois un petit peu contre-intuitifs. Au niveau des notations, on va souvent abréger et la probabilité du succès, plutôt que de l'appeler P de S, on va juste l'appeler petit p, et donc c'est un nombre entre 0 et 1 forcément, et on ne parle souvent pas de la probabilité de l'échec, puisque ça va être l'événement contraire, complémentaire, et donc la probabilité de l'échec, ce sera 1 moins P. Donc souvent, on ne donne que le paramètre P, on dit que c'est le paramètre de notre épreuve de Bernoulli. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de vous mettre un petit dessin humoristique. Donc voilà, une question qui est une épreuve de Bernoulli réellement. On demande des bonbons à maman et on ne sait pas si elle va dire oui ou non. On a bien deux issues possibles. Un petit peu plus sérieusement, dans notre histoire de contrôle qualité, donc puisqu'on avait 95% des pièces qui étaient répondant à notre norme, on va avoir donc une épreuve de Bernoulli avec le paramètre 0,95. Si ce que l'on cherche, c'est donc que notre pièce réponde aux normes. Ensuite, donc la probabilité de notre échec, ce sera 0,05, le complément, pour arriver à 1. On va maintenant compliquer un petit peu ça en parlant de schéma de Bernoulli. Un schéma de Bernoulli, c'est simplement une répétition de plusieurs épreuves de Bernoulli. Donc ce qu'on vient de faire, plutôt que d'aller chercher par exemple une pièce, on va en tirer 3 successivement. Alors ce qui est important dans le schéma de Bernoulli, c'est que on doit avoir les mêmes conditions de travail et que nos épreuves soient indépendantes les unes des autres. Ça veut donc dire que si j'ai ma production face à moi, quand je prends une pièce au hasard, je vais donc avoir ma probabilité de 0,95 qu'elle réponde aux normes. Mais si elle répond aux normes, ça veut dire que dans la production restante, j'ai retiré une pièce qui était bonne, donc il y a en proportion un petit peu moins de pièces qui sont bonnes. Inversement, si la pièce que j'ai tirée est défectueuse, dans ce cas-là, j'ai encore une fois déséquilibré ma production et donc j'aurai un petit peu moins de pièces défectueuses que ce fameux 95%. Donc ça va changer en fait les probabilités au fur et à mesure de notre travail. C'est pareil avec peut-être quelque chose de plus simple, quand on tire des boules dans un bac, des boules de différentes couleurs, si on remet la boule, on va bien à chaque fois avoir la même répartition dans notre bac et donc on va pouvoir tirer de manière indépendante. Si par contre on garde la boule que l'on a tirée la première fois, si on en retire une deuxième, on a changé la composition de notre bac. Donc attention quand même à bien respecter, donc avoir les mêmes conditions et des épreuves indépendantes pour pouvoir travailler avec la suite que je vais vous expliquer. À ce moment-là, on va avoir besoin de deux paramètres. N, ça va être notre nombre de répétitions, le nombre de fois où l'on va faire notre tirage, et P, toujours notre probabilité de succès de notre fameuse épreuve de Bernoulli.
Même chose, le petit dessin un peu rigolo, mais on va tout de suite passer au sérieux. Si on contrôle 3 pièces du même lot, si on contrôle une par une et en les remettant, on est bien dans un schéma de Bernoulli de paramètres n égale 3, puisque 3 pièces à tester, et p égale 0,95, notre probabilité de succès. Alors tout ce que je viens de dire sur les mêmes conditions et indépendantes, on va le nuancer quand même un petit peu. C'est-à-dire que lorsque l'on est dans une urne, par exemple, avec 5 boules de couleurs différentes, c'est sûr que tirer une boule et n'en laisser que 4 sans remettre celle qu'on a tirée, ça va réellement modifier nos probabilités. Si par contre on est dans une situation de contrôle qualité, comme j'en parle depuis le début dans ma situation, à ce moment-là, si on a par exemple face à nous 10 000 ou 100 000 pièces à tester. Et le fait d'aller retirer une pièce de cette production va avoir une influence tellement petite sur la répartition que l'on ne va pas en tenir compte. Évidemment, quand on va tirer une pièce pour faire un contrôle qualité, on ne va pas aller la rejeter dans le bac après, surtout si elle est défectueuse. On va la mettre de côté. Donc, pourtant les probabilités ne changeant quasiment pas, on va faire comme si c'était tout de même un schéma de Bernoulli. Voilà donc pour la théorie et le vocabulaire. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir travailler avec ces schémas de Bernoulli. Et on va représenter la plupart du temps notre schéma par un arbre pondéré. Alors ici, je me situe à un niveau de classe de première et dans les programmes, on nous demande de faire au maximum 4 tirages. Donc ça va être possible d'aller le représenter. Pour un nombre plus grand de tirages, par exemple, encore une fois, dans un contrôle qualité, si on tire 50 pièces, on ne va pas aller faire un arbre avec 50 niveaux de branches. Donc on généralisera ça, mais ça, ce sera plus du programme de la terminale ou du post-bac. Donc ici, si je reprends l'exemple précédent où je tirais donc 3 pièces pour regarder un petit peu ce que je pouvais avoir. Donc pour la première pièce, on va avoir un premier niveau de branche, et soit elle est conforme à la norme, soit elle ne l'est pas, avec les probabilités 0,95 et 0,05 qui sont là depuis le début grâce aux 95%. Pour la deuxième pièce, si nos épreuves sont indépendantes et sous les mêmes conditions, ça veut dire qu'il n'y a pas d'influence du résultat de la première pièce sur le résultat de la deuxième. Donc on va pouvoir répéter ce niveau de branche avec succès et échec et les mêmes probabilités, que ce soit pour une première pièce qui était un succès ou pour une première pièce qui était un échec. Et de la même façon, pour la troisième pièce, on va pouvoir répéter encore une fois ce même schéma, enfin cette même épreuve de Bernoulli, en ayant donc succès-échec 0,95, 0,05. Ici, notre arbre va permettre de voir un petit peu toutes les possibilités. Donc on voit qu'ici, on a 2 exposants 3, c'est-à-dire 8 possibilités, 8 chemins que l'on peut suivre. Si je cherche dans mon contrôle à avoir donc 3 pièces conformes, dans ce cas-là, je vais suivre le premier niveau de branche. Je vais ici avoir succès, succès et succès. Donc mon 0,95 de probabilité de succès va se répéter 3 fois. On a vu précédemment que l'on multipliait les nombres qui apparaissaient sur les branches, donc 0,95 au cube, qui vous donne ce résultat-là. Si on veut interpréter un petit peu notre situation, on va pouvoir dire par exemple que si l'on prend 3 pièces au hasard dans notre production, on aura un lot qui aura 85,7% environ de chance d'être avec 3 pièces conformes. Là, c'était assez facile puisque on avait un seul chemin qui nous menait à notre événement. Par contre, si on vous demande d'avoir exactement une pièce défectueuse, ça veut donc dire qu'on a 2 succès et un échec. Mais notre échec, il peut être sur la première, la deuxième ou la troisième pièce. On a donc 3 chemins à suivre: succès, succès, échec, succès, échec, succès, ou alors échec, succès, succès. On va donc devoir ajouter les probabilités de chacune de ces branches, de chacun de ces chemins.
Alors si je prends succès, succès, échec, j'ai 0,95 fois 0,95 fois 0,05. Mais si je prends succès, échec, succès réellement, j'ai la même chose. 0,95 fois 0,05 fois 0,95. Et de même pour le troisième chemin. En fait, j'aurai toujours les deux succès qui me rapporteront une probabilité de 0,95 et l'échec, qui est unique, qui me rapportera une probabilité de 0,05. Donc au final, je vais avoir trois branches qui vont me rapporter chacune 0,95 au carré pour les deux succès et 0,05 pour l'échec. Donc 0, etc. Je vous laisse lire. On peut généraliser ça, alors là, c'est ce qui vous mènera en fait vers la classe justement de terminale. Pour l'instant, vu qu'on va aller au maximum sur 4 niveaux de branches, on peut aller compter nos branches une par une en faisant attention, ça va aller. Si par contre on est sur un nombre plus grand, on va avoir besoin de bien comprendre cette situation-là. Et dans ce cas-là, on peut généraliser en disant que avoir k succès, alors k étant un nombre entre 0 et petit n, notre nombre de répétitions, on va l'obtenir en ayant c qui va être le nombre de chemins qui correspondent à ma situation, à mon événement, multiplié par la probabilité de succès avec en exposant le nombre de succès, ça c'est toutes les branches S, et ensuite le 1 moins P, c'est la probabilité de l'échec, qui va être donné par le nombre total de pièces moins le nombre de succès, le complément du nombre de succès. Donc cette formule, c'est un premier pas vers la formule que vous généraliserez en classe de terminale et encore une fois en post-bac. Donc pour l'instant, si vous voulez, c'est une méthode un petit peu longue, mais ça fonctionne très bien, allez compter les branches à la main, une par une, en faisant attention à chaque fois à ce que vous rencontrez sur les branches. Mais ce serait intéressant et ça va vous faire gagner du temps et de l'agilité en vous rappelant cette formule-ci et en essayant comme ça de généraliser le plus vite possible. Comme ça, vous serez prêt pour la suite. Voilà pour donc les épreuves de Bernoulli et les schémas de Bernoulli en classe de première. J'espère que ça a pu vous aider. Au revoir.